Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique, une émission enregistrée au Parlement européen de Strasbourg. Je reçois ce soir l'eurodéputée Eva Joly d'Europe Écologie Les Verts. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Eva Joly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes née le 5 décembre 1943 à Oslo. Vous quittez la Norvège après l'obtention de votre bac. Vous vous installez à Paris et vous devenez jeune fille au pair notamment. Vous enchaînez les petits boulots afin de poursuivre vos études. Vos études, justement, vous obtenez une licence en droit, un DEA en sciences politiques et vous devenez conseillère juridique à l'hôpital psychiatrique d'Étampes dans le Sud-Essonne, c'est précis. Vous réussissez le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature en 1981. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir juge à l'époque? Écoutez, j'avais vu une publicité dans le métro, je crois, où c'était marqué devenez magistrat, une profession dynamique. Et on voyait là des gens très actifs. Et je m'étais dit, pourquoi pas, c'est sûrement très intéressant. Et surtout, je m'étais dit que c'était un concours qui s'adressait à des adultes entre 35 et 50. Et il n'y avait que des épreuves techniques, il n'y avait pas d'épreuves de culture générale, parce que cela me faisait très très peur. Donc je me suis dit, je vais essayer. Et je suis allée comme ça, bouche en cœur. Et j'étais très, très heureuse d'être reçue à ce concours. Vous êtes nommé juge d'instruction au pôle financier en 1990. Vous avez plusieurs affaires sensibles et médiatiques. Elf, le Crédit Lyonnais, les frégats de Taïwan. Après avoir quitté la magistrature, vous retournez vivre en Norvège avant finalement de revenir et de vous engager en politique aux côtés de Daniel Cohn-Bendit. Vous êtes élu eurodéputé en région Île-de-France pour la première fois en 2008, réélu en 2014 et en 2012, vous êtes également candidate à la présidentielle. Vous recueillez un peu moins de 3% des voix. Qu'est-ce qui vous guide aujourd'hui en politique et dans votre mandat actuel? Ce qui est important pour moi, c'est de travailler pour la justice et notamment la justice fiscale. Nous vivons dans un environnement où seuls les particuliers et les PME payent des impôts. Donc j'ai dédié ce mandat à essayer de faire de sorte que les multinationales payent aussi leur part de la dépense publique. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la plupart d'entre eux ne payent que 0,01% d'impôts, alors que le commerçant au coin de votre rue, lui, il paye 30 ou 33%. On aura justement l'occasion d'en parler pendant cette émission. On parlera aussi de la COP21, mais tout de suite, c'est l'heure du Money Time. L'Hebdo Politique, le Money Time. Alors on commence cette émission avec le Money Time, une série de questions-réponses rapides pour apprendre à mieux vous connaître. D'après un sondage Odoxa, près d'un Français sur deux serait désormais prêt à une augmentation de l'âge du départ à la retraite. Faut-il s'y résoudre ou existe-t-il une alternative selon vous? Moi, je pense que ce qui est bien, c'est vraiment la liberté. C'est de ne pas avoir un couperet, c'est de ne pas être obligé de partir à la retraite. Parce que ça aussi, c'est un problème pour beaucoup de gens. On n'en parle pas assez, on parle souvent de l'inverse. On parle de l'inverse. Moi, à mon âge, j'ai beaucoup d'amis pour qui ça, c'est un drame. Et un système beaucoup plus souple, comme on le pratique en Norvège, où on peut travailler jusqu'à 75 si on le veut, et on peut construire sa retraite jusqu'à 75 ans. C'est aussi, pour beaucoup, vécu comme un avantage, quelque chose qui permet de vivre plus pleinement, plus longtemps. Mais je ne dis pas que je souhaite le recul de l'âge de la retraite, je dis que je souhaite la liberté. C'est très bien que ceux qui ont un travail fatigant, qui les use, qui puissent partir dès 60. Roland Dumas, ex-président du Conseil constitutionnel, Loïc Le Floch-Prigent, l'ancien PDG d'Elf, ou Bernard Tapie, lequel d'entre eux souhaiteriez-vous revoir pour une discussion informelle? Je pense que le plus intéressant des trois pour une discussion politique, c'est Roland Dumas. Et surtout parce qu'il a vécu
la fin du mur, il a vécu la chute de l'Union soviétique, il a des choses encore à dire. Si vous voyez votre guignol à la télé ou que vous entendez une imitation de vous à la radio, est-ce que vous zappez ou est-ce que vous restez et vous écoutez et vous regardez ? J'ai toujours trouvé ma marionnette assez drôle et je trouve que les caricaturistes ont été assez gentils avec moi. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, mais est-ce que vous aimez lire ? Si oui, quel ouvrage êtes-vous en train de lire en ce moment ? Juste là, je lis une espèce de récapitulatif de toutes les affaires des 30 dernières années qui s'appelle La République des Mallettes. Je trouve ça intéressant de les mettre en perspective et de voir que cela a toujours existé et que simplement l'ampleur ne diminue pas et que la corruption à tous les niveaux de l'État est toujours présente et que nous n'avons pas gagné le combat contre la corruption. Dernière question de ce Money Time. Récemment, on est passé de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Faut-il supprimer le changement d'heure en France ou ce changement est-il encore utile ? Moi, j'adore le changement d'heure. J'aime bien. Pourquoi ? Mais j'aime bien retrouver une heure de sommeil de plus. Ça dure qu'une journée finalement. Non, ça dure des mois. Je trouve que je dors bien plus le matin et j'adore quand on avance l'heure au printemps parce que les soirées sont plus longues. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Pour ce premier thème, nous allons aborder un sujet que vous connaissez forcément très bien, même par cœur, puisque vous êtes vice-président d'une commission spéciale dessus, les rescrits fiscaux. Alors c'est un terme qui peut paraître un peu comme ça barbare. Pourriez-vous déjà commencer par nous expliquer ce que c'est rapidement et simplement un rescrit fiscal ? Oui, c'est un mot que nous n'employons pas beaucoup. C'est le mot français, nous disons ici le tax rulings. C'est un accord qui est passé entre une entreprise et l'administration fiscale où ils se mettent d'accord à l'avance pour le montant d'impôt qu'une situation va créer ou ce qu'ils vont payer comme impôt. Ça, ce n'est pas en soi interdit. Simplement, ça a été, il y a un abus très grand de ce système. Par exemple, le Luxembourg, le taux d'imposition des entreprises est de 29%. Avec ces accords, on voit des entreprises qui payent moins de 1% d'impôts. Donc c'est une façon d'attirer dans le pays des entreprises qui auraient dû payer des impôts ailleurs. Donc, pour le Luxembourg, quand ils prennent 0,1% d'une entreprise pharmaceutique, par exemple, ça leur fait quelques millions de recettes fiscales, mais ils privent le pays où la valeur est créée de milliards d'impôts. Donc c'est un système qui est assez épouvantable et qui a pompé les ressources publiques européennes depuis des décennies. Alors vous le disiez, c'est légal. Quel est le problème du coup aujourd'hui ? Où est la limite ? À quel moment on dit ça c'est illégal et ça c'est légal ? Puisque à la base ça l'est. Vous savez que récemment, la semaine dernière, la commissaire de la concurrence, Margrethe Vestager, vient de condamner deux entreprises, Starbucks et Fiat, pour avoir perçu des subventions étatiques illégales. C'est-à-dire leur tax ruling ou leurs rescrits fiscaux est considéré par l'Union européenne comme une aide publique illégale. Donc nous savons maintenant que lorsque on passe de 29% à 0,1%, ça constitue une subvention publique illégale. Alors, c'est revenu sur le devant de l'actualité, ces tax rulings avec le LuxLeaks qui a révélé les pratiques en matière de rescrits fiscaux du Luxembourg durant de nombreuses années. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement au Luxembourg ? Est-ce que c'est uniquement au Luxembourg ou est-ce que c'est beaucoup de pays européens qui font ça finalement et c'est un problème, on va dire, européen ou c'est uniquement luxembourgeois ? Ce n'est pas uniquement luxembourgeois. On trouve des systèmes fiscaux qui sont dommageables pour les autres.
On les trouve aussi aux Pays-Bas, on les trouve en Angleterre, on les trouve à Monaco, on les trouve un peu partout. Est-ce qu'on les trouve en France aussi, puisqu'on va se... Ça dépend comment vous les considérez. Nous avons des niches fiscales qui s'y rapprochent. Mais bon, ce n'est pas aussi violent et pas aussi systématique. Et donc, c'est une spécialité quand même luxembourgeoise et néerlandaise. Et ça a été fait pour attirer les sièges sociaux des multinationales dans ces pays-là. Qui du coup ne payent pas les impôts dans leur pays d'origine, Qui ou ne là payent où pas elles les font leur activité économique. Là Mais- où est exercée l'activité économique. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ne payent d'impôts nulle part. Parce que si encore ils payaient 29% au Luxembourg, ça serait un jeu normal. On peut dire que le Luxembourg a des avantages et les entreprises s'y implantent. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'on leur offre sur un coin de table de ne pas payer d'impôts en réalité, de payer très très peu. Et donc ça vient d'être déclaré illégal par Margrethe Vestager, la commissaire à la concurrence. Donc sous l'angle de la concurrence, c'est illégal. Et donc j'ai l'espoir que les 330 rulings de LuxLeaks, qu'ils vont aussi être examinés par notre commissaire avec les mêmes objectifs, voire déclarer que l'aide qui sont perçues était illégale. Alors, le LuxLeaks, pour rappeler ce que c'est le nom donc- de l'affaire qui a Alors, été donné il y a à peu par un près consortium de journalistes. À peu Voilà. près un an maintenant, le consortium de journalistes d'investigation ont publié l'intégralité de 336, je crois, tax rulings Oui, c'est ça. Ouais. et donc apporté à la connaissance du monde le détail. C'était quelque chose que tout le monde Connaissez. connaissait. Nous savions que cela existait, mais nous ne connaissions pas l'étendue et l'importance et surtout les pourcentages. Lorsqu'on a vu que des sociétés pharmaceutiques ou l'entreprise IKEA, par exemple, que leur taux d'imposition est de moins d'1%, évidemment, cela est totalement insupportable. Alors ça concerne le Luxembourg, on le répète, et une période où c'est l'actuel président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui était aux commandes. Depuis, il a déclaré, notamment devant le Parlement européen, qu'il voulait lutter contre l'évasion fiscale. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, vous lui faites confiance? En Est-ce tout que vous cas, le croyez? Vous lui laissez une seconde chance? Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que le jeune homme qui a engagé son avenir dans cette histoire, Antoine Deltour, qui est l'homme qui a copié journaliste. ces tax rulings et qui les a confiés à des journalistes, lui, il est mis en examen au Luxembourg et il risque de l'emprisonnement. C'est le seul qui est montré comme étant un délinquant, alors que le président de la Commission européenne, lui, qui a un poste honorifique et qui a été avec d'autres l'artisan de ce système, on ne lui demande pas de compte. Donc il y a là un déséquilibre qu'il faudrait peut-être essayer de corriger. Est-ce que ça veut dire que Jean-Claude Juncker ne veut pas lutter contre l'évasion fiscale? Ce sont deux choses distinctes finalement. Voilà, Jean-Claude Juncker a été le Premier ministre de Luxembourg pendant 19 ans, période pendant laquelle ce système s'est construit. Et nous avons des témoignages pour dire qu'il intervenait aussi personnellement pour dire aux responsables des entreprises que si vous avez un problème, venez me voir. Donc ça a quelque chose de, je trouve, symboliquement très négatif que d'avoir à la tête de la commission, président de la commission, l'homme des multinationales. En tout cas, après la révélation de cette affaire, une commission spéciale a été créée pour travailler sur cette problématique. Votre tâche, vous en êtes la vice-présidente, votre tâche a-t-elle été simple? Est-ce que les États, les autorités, les sociétés ont-elles joué le jeu sur cette question-là? Alors, donc la commission travaille depuis le début de l'année 2015. Ça fait 8 mois à peu près. Oui, et nous avons établi un rapport après avoir auditionné beaucoup de témoins, après avoir fait des déplacements. Et l'intérêt de cette commission, c'est de mettre sur la table l'étendue du problème et d'essayer de le chiffrer et de démontrer qu'il faut vraiment agir. Et nous faisons des recommandations à la commission pour entreprendre une action qui mette fin à ce système. Mais bon,
Ça n'a pas été simple parce qu'il y a Une omerta? une omerta. Nous savons que la Commission avait créé une institution qui s'appelle Code of Conduct, qui est un lieu où se rencontraient les États pour parler des régimes fiscaux qui sont néfastes, qui sont injustes. Et en fait, ce Code of Conduct a été empêché d'agir parce qu'il y a un mystère. Il faut bien essayer de comprendre comment cela se fait-il que depuis 1977, que ce problème est connu parce qu'on a créé le Code of Conduct à ce moment-là, et jusqu'en 2015, le problème n'a fait que s'aggraver. Comment expliquer l'inaction de la Commission? Et c'est ça qui est frustrant dans le travail qui a fait la commission d'enquête, c'est que nous n'avons pas encore été capables de montrer que à telle réunion, tel jour, tel pays a réellement fait obstacle à ce qu'on change ces règles si néfastes. Vous avez découvert quand même des choses ou pas pendant 8 mois? Et si oui, est-ce que vous pouvez en parler aujourd'hui? Je dirais que ce que nous avons découvert ou ce que nous avons pu préciser étaient des choses déjà connues. Il n'y a pas de smoking gun, quoi. Il n'y a rien de vraiment très nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'intérêt du Parlement, c'est le fait que Transgroupe, on a pu se mettre d'accord pour dire ce système, on n'en veut plus, et de pouvoir proposer donc des choses très concrètes pour y mettre fin. Ça, c'est vraiment bien. Proposer ces recommandations, quelles sont-elles? C'est par exemple... On ne va pas toutes les nommer. Hein. Non, c'est la transparence. Ce qui fait que Starbucks, Ikea, Facebook, Amazon et tous les autres ont pu s'en tirer avec ces systèmes, c'est évidemment l'opacité. C'est le fait que les consommateurs ignorent que lorsqu'ils vont chez Starbucks, ils participent à l'appauvrissement de leur société. Et nous demandons donc la publication de tous les tax rulings. Nous voulons que les entreprises multinationales soient obligées, dans les annexes de leur compte annuel, de publier l'accord qu'ils ont obtenu avec le Pays-Bas ou avec le Luxembourg. Vous allez l'obtenir, ça, vous pensez? Vous avez un vrai pouvoir de ça, en tout politique. Cas, le Parlement s'est mis d'accord et de tous les groupes politiques le demandent. Donc il y a un accord sur cette transparence. Donc, et vous savez, une pression forte. Lorsque les représentants de 500 millions d'habitants, appuyés par leurs opinions publiques, le demandent, moi je pense que ni la Commission ni le Conseil peuvent y résister. L'idée, également, c'est qu'à la fin, l'impôt que paient les sociétés soit le même un peu dans toute l'Europe, qu'il y ait une harmonisation fiscale pour l'impôt sur les sociétés. Est-ce que c'est le but aussi d'une telle commission? Le but est absolument de unifier déjà ce qui est le bénéfice. Qu'est-ce que c'est que le profit? Donc de faire une assiette commune. Et une fois qu'on a défini l'assiette commune, définir un impôt et le répartir entre les différentes filiales de la société selon des critères bien précis. Alors, une première étape semble avoir été franchie récemment puisque les ministres des Finances de l'Union européenne ont adopté un accord pour l'échange automatique d'informations à partir du 1er janvier 2017 sur ces fameux rescrits fiscaux ou ces tax rulings. Est-ce que c'est un bon signe? Vous vous en félicitez aujourd'hui? Pas vraiment. Parce que ce n'est Même pas un petit peu? Si, il faut toujours dire que c'est un pas dans la bonne direction. Mais je ne m'explique pas pour quelle raison cet échange d'informations n'est pas public. Pourquoi a-t-on peur de l'opinion publique? Moi, ce que je veux, c'est que ce renseignement soit accessible aux citoyens, aux investisseurs. Là, ce qui est prévu, c'est un échange entre administrations fiscales. Donc, on garde l'opacité, on garde le secret et le Parlement souhaite que cet accord-là devienne un accord d'échange public. Eva Joly, je vous propose de faire une pause et on se retrouve dans quelques minutes pour parler de la COP21. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz.
De retour dans l'hebdo politique en compagnie d'Eva Joly, eurodéputée francilienne d'Europe Écologie Les Verts. On va aborder maintenant un sujet qui doit forcément vous tenir à cœur et qui doit vous concerner, la COP 21, la conférence des Nations Unies sur le climat qui se tiendra à partir du 30 novembre à Paris. Étonnamment, on vous entend très peu sur le sujet dans les médias, vous ne parlez pas. Alors ma question est simple, pourquoi est-ce que c'est un choix personnel de votre part ? Non, je pense qu'on m'entend plus beaucoup d'une façon générale dans les médias et que chacun peut-être porte les dossiers qu'il a amenés dans le mouvement. Moi, j'ai amené la lutte contre la corruption et pour une plus grande justice. José Bové a amené la lutte contre les OGM et Yannick Jadot est notre porte-parole pour le COP 21. Alors vous avez un blog sur internet, même pas un article, rien, pas une ébauche de réflexion ou d'idée de votre part, de réflexion de votre part, rien du tout. Mais évidemment, c'est le combat fondamental des écologistes que de lutter contre le réchauffement climatique. Vous vous tenez informé tout de même, via la presse, via vos connaissances, votre réseau ? Oui, et surtout, je sais que ce qui est important pour les pays en voie de développement, pour qu'il y ait un accord, c'est que nous consentons aussi à un effort financier pour les aider à s'adapter au changement climatique. Ce qui est décidé, c'est que nous devons fournir 100 milliards d'ici 2020 pour permettre cette adaptation. Et sans cette somme-là, sans cet effort, il n'y aura pas d'accord. On reviendra justement sur le financement de la transition énergétique. Juste pour revenir sur une question peut-être plus personnelle, est-ce que le gouvernement français ou d'autres parties prenantes aux négociations ont essayé de vous approcher pour que vous ayez un rôle à jouer pour cette COP 21 ? Non. Personne ? Non. Du coup, vous êtes toute seule et vous réfléchissez toute seule non, sur, mais sur la écoutez, COP 21 ? moi, je travaille au Parlement européen. J'essaye de faire mon travail le mieux possible. Et évidemment que ce sujet-là est tout à fait fondamental, mais il y a énormément de gens qui s'en occupent. Alors les États, les ONG se sont retrouvés il y a peu de temps à Bonn en Allemagne pour se mettre d'accord sur un texte qui servira ensuite de base pour un plus large accord à Paris, chose qu'ils ont réussi à faire avec un texte de 55 pages. Alors cette information, 55 pages, apparemment c'est très important puisque c'est ça qui fait ensuite que c'est un bon accord ou pas qui va être conclu à Paris. On a du mal à comprendre que l'avenir de la planète tient à un nombre de pages. Alors vous qui vous y connaissez un petit peu, expliquez-nous ça. Il faut que l'accord soit contraignant et il faut qu'il y ait des engagements de tous les États pour réduire les émissions et que ça puisse être contrôlé. Je pense que c'est ça qui est important et que ça soit en 45, 50 ou 70 pages me paraît peut-être pas aussi fondamental, mais c'est le fait que ça soit contraignant. Vous prenez un engagement et ça doit pouvoir être vérifié. Évidemment, le signal que nous envoyons juste maintenant, à quelques semaines de COP 21, pour moi sont assez inquiétants et je pense au scandale Volkswagen, au scandale des émissions truquées des automobiles. Des diesels, des moteurs diesel. Des moteurs diesel, mais pas que. Et le fait qu'il y a un programme qui permet de tricher, de cacher les émissions réelles. C'est-à-dire, on a fait une escroquerie, pas simplement envers le client, mais aussi envers l'action pour le climat. Moi, je pense que beaucoup de citoyens ont investi dans une voiture en le pensant plus propre, aussi parce qu'ils étaient contents de participer à une action pour le climat. Et donc, je trouve tout à fait révoltant. Alors, il y a beaucoup de points Et là, on voit bien combien les multinationales sont puissants et comment l'intérêt des multinationales domine tout. Et lorsque je vous dis que c'est très gênant d'avoir un président de la Commission qui représente les multinationales, c'est justement ça. On voit bien qu'ici, les arbitrages n'ont pas été en faveur ni de la santé, ni du climat, mais en faveur de l'économie des constructeurs. Selon vous, ce ne sont pas les États, les chefs d'État et de gouvernement qui vont prendre les décisions pendant la COP 21 ? Ils n'ont pas les mains libres de faire ce qu'ils veulent et d'avoir un accord ambitieux ? En tout cas, on voit bien que lorsque le Parlement et les institutions européennes ont décidé que les voitures ne devaient pas émettre plus d'un certain seuil, les constructeurs
ont adapté à leur façon ces règles en trichant. On entend souvent de la part des hommes et femmes politiques, des experts, des journalistes que cette conférence est cruciale, qu'il s'agirait presque de la conférence de la dernière chance. C'est une expression qu'on utilise souvent quand on parle de sommet européen également. Est-ce que vous partagez ce point de vue alarmiste ? Ce qui est alarmant, c'est la situation du réchauffement de notre planète. Et là, que ce soit le COP21 ou pas, l'action est évidemment très, très, très fondamentale et très importante. Les changements climatiques aujourd'hui sont visibles pour les citoyens à l'œil nu. On le voit dans la fréquence des intempéries, dans les fréquences des épisodes violents. On les voit dans les fontes des glaciers et dans le réchauffement aussi de la mer, dans le rehaussement des côtes. Ça pose des problèmes en France et ailleurs qui ne peuvent plus attendre. Et nous savons qu'un réchauffement au-delà de 2 degrés créerait une situation qui échapperait à notre contrôle. Alors l'Union européenne pour cette COP21 s'est engagée à réduire d'ici 2030 de 40% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Est-ce que c'est un projet ambitieux selon vous pour l'Europe, comme l'on dit souvent à la pointe sur ces sujets-là ? Je pense que l'Union européenne a été plus ambitieuse qu'elle ne l'est aujourd'hui et que ces 40% n'est pas suffisant. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Eva Joly d'y avoir participé. Je rappelle que vous êtes eurodéputé vert en Ile-de-France. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne soirée et bonne semaine à tous à l'écoute de Sensation. L'hebdo politique sur Sensation.